Mais qui sont les meilleurs prospects américains de l'équipe U17 qui a remporté le championnat du monde ce mois de juillet en Espagne? Il y avait plusieurs phénomènes, plusieurs possibles futurs stars des drafts 2024, 2025, même 2026. On vous les présente, on va essayer de les classer. Bienvenue, c'est Envergure. On a donc du pain sur la planche pour parler de cette équipe américaine. D'abord, ils l'ont vu en live en Espagne, depuis les tribunes, les inséparables, Walter White, Jesse Pinkman, Manu, Alan, comment allez-vous? Salut, Ça Alex. va. Ça va. Qui est le scientifique, qui est le junkie? On précisera pas. Et lui, il connaissait déjà la plupart des joueurs de l'équipe US pour les avoir vus en high school. Il a regardé le CDM U17 depuis sa chaise longue, ou son canapé, ou sa chaise de bureau. Premier podcast en tant que membre officiel d'Envergure, je crois, pour toi. Thomas, AZK pour les intimes. Salut Thomas. Exactement, depuis le lit même, j'ai envie de dire. Donc, salut à tous. Et on a regardé pas mal de matchs. Donc, heureux d'être là pour ce premier podcast avec la maison Envergure. C'est un plaisir. Donc, vous allez vous compléter puisque toi, tu regardes pas mal d'événements pré-NCA. Donc, ça permet de voir les joueurs dans un rôle différent de ceux qu'ils ont généralement en FIBA. Thomas, quand même, vu que c'est ton premier podcast, on précise que tu es breton. Encore un breton Exactement. de plus dans l'équipe Envergure. Et alors, on sait, ceux qui nous suivent le savent, Alan, supporter de Nantes, Manu de Rennes. Est-ce que toi, tu peux trancher en tant que breton ou pas? En tant que breton et habitant de Rennes, je suis le plus grand supporter de l'Olympique de Marseille de France. Donc, je vais pas pouvoir trancher ce débat. Bon, un débat intranché. En plus, il me semble que Mathias, qui nous a rejoint aussi, supporter de l'OL, donc ça devient n'importe quoi au niveau football. Full de prospects donc dans cette équipe USA U17, on s'y jette. Vous avez déjà un article récap sur notre site envergure.co, c'est Manu qui l'a fait. Allez le checker, mais vous inquiétez pas, on va vous les représenter au fur et à mesure, ça va être tranquille. Je vous ai demandé de les classer, messieurs les prospects, mais avant de vous demander vos classements, on va quand même redire l'importance de ces rosters Coupe du Monde USA. Généralement, il y a énormément de draftés. On prend l'exemple de 2018. On a deux joueurs qui sont encore à la fac, Harmon et Roach. Romeo Wims qui galère avec Memphis. Et sinon, on a 9 draftés, dont 1, 2, 3, 4, 5 dans le top 10. Evan Mobley, Scottie Barnes, Jalen Green, Isaac Okoro, Jalen Suggs. 2016, c'était un peu moins bien, mais on avait quand même du Emmanuel Quickley, Colin Sexton, Gary Trent, Troy Brown, Kevin Knox, GGG, Wendell Carter. Donc, voilà, c'était pas si mal. Ceux qui ont disparu du roster 2016, petit quiz. Est-ce que vous savez où joue Jordan Brown, l'intérieur de cette équipe 2016? Il est encore à la fac. Encore à la fac. Aucune idée, personne. Et c'est sa 12e saison, du coup. Bah, il a fait du redshirt, ouais. On va dire ça comme ça. Il joue à Louisiana. Ok. Chez les Raging Cajuns. Raging Cajuns, ouais. Et exactement, rien à voir avec les Noix, puisque ça veut dire les Cadiens. Les Cadiens, c'est un groupe ethnique de Louisiane. Voilà, je me suis passionné pour cette recherche. Ils descendent des Acadiens et c'est donc des francophones qui ont été expulsés du Canada. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Français en Louisiane, entre autres. Voilà. Donc les Raging Cajuns de Louisiana pour Jordan Brown. Austin Wiley, vous savez où il joue? Il était à Auburn et maintenant il joue en Europe, non? En Lituanie, absolument. Ouais. Et il y en a un qui a un peu disparu. Je crois qu'il joue à Grambling State, mais il s'appelle Carter Gordon. Mais alors lui, je ne l'ai jamais vu jouer, je crois. Il avait commit dans un programme et ensuite il avait commit à Saint-Louis, je crois. À Saint-Louis, ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Bon, voilà. Pour le petit historique, tout ça pour dire que, en règle générale, les rosters pour le FIBA America
c'est-à-dire les championnats continentaux, donc U16, U18, sont peut-être moins représentatifs, moins qualitatifs quand on regarde down the road, mais les rosters U17, U19, donc qui sont des championnats du monde, généralement, il y a quand même des gros noms. Et c'était le cas, on pense en tout cas que c'était le cas, encore une fois, pour cette édition 2022. Alors le classement, qui est-ce que vous avez tout en haut ? C'est moi qui ferai les présentations des joueurs quand vous mettrez d'accord sur un classement. Et puis après, on verra quel développement on peut espérer pour ces prospects qui ont donc entre 15 et 17 ans. Qui est tout en haut de ton classement, Thomas ? Qui est dans le premier groupe ? En tout cas, il y a le groupe des prospects, des gros prospects. Alors dans mon premier groupe, j'ai Monsieur DJ Wagner, j'ai Ian Jackson et j'ai Monsieur Cooper Flag également. J'ai trois joueurs. Ok, tu n'as pas Kwapit. Non, je n'ai pas Coapit dans le premier groupe, il est dans mon deuxième. Ok. Alan, je sais pas si tu as fonctionné par groupe ou pas. Bien sûr. J'ai Cooper Flag tout seul. Ok. Et Manu, si tu devais faire si des je groupes. dois faire des groupes, j'ai Cooper Flag, Coapit et Sean Stewart. Ok, bon. On n'a pas les mêmes noms à droite, à gauche. Alors, je pense que pour Wagner, ça s'explique, parce qu'il était beaucoup plus performant en high school qu'il ne l'a été lors de ce championnat du monde. Le nom qui revient chez vous trois, c'est Cooper Flag. Donc, Cooper Flag, c'est parti. Qui est-il ? 21 décembre 2006, donc il a encore 15 ans. Donc 21 décembre 2006, moi je préparais mon brevet des collèges déjà quand même. Un coup de vieux. Il sera éligible théoriquement donc en 2026, mais avec son âge, il pourrait l'être dès 2025. Ça va dépendre un peu de son parcours lycéen. 2m01, il jouait intérieur, mais il jouait 4-5 quoi. Il vient du Maine. Sa mère a fait 4 ans de basket dans l'équipe de la fac. Il sera l'année prochaine à la Montverde Academy, la fameuse. Et quand même, ses stats, donc il était première année lycéen, donc c'est-à-dire on est d'accord, c'est 4 années hein, théoriquement de lycée, Thomas. C'est ça. Première année, les moyennes, 21 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, 4 contres. Donc, contre des joueurs qui ont potentiellement 3 ans de plus que lui. Et en FIBA, il a fait pareil. Il jouait 19 minutes par match. Il était à 9 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2,4 interceptions, 2,9 contres. Le seul, je dirais, là où le bas blesse, c'est au pourcentage, puisqu'il a tiré à seulement 41% à 2 points. À 3 points, il a pris que 7 3 points, 3 sur 7, c'est pas si mal. 8 sur 11 au lancer franc sur la compétition entière. Un des meilleurs plus-minus, pas le meilleur, mais un des meilleurs plus-minus moyens de ce Team USA. On note au niveau de la famille, donc sa mère, elle jouait à Maine University. Et il a un jumeau aussi, Cooper Flag, voilà. Qui n'était pas dans l'équipe, mais il a un jumeau, donc j'adore les jumeaux, puisque ça nous permet quand même de suivre l'évolution parallèle. On a les Murray, on a d'autres jumeaux. Thompson. Les Thompson, merci pour la Boozer. pour la 2023. Enfin, ils sont pas jumeaux, mais ils sont frères. Ouais. Donc c'est intéressant à suivre les différentes progressions des jumeaux. On va avoir pas mal de jumeaux théoriquement en NBA. Cooper Flag, Alan, toi tu dis que tu l'avais tout seul. Alors vas-y, explique-moi pourquoi. Quelles sont ses qualités de basketteur ? C'est pas que j'aime pas les autres, hein. Franchement, dans mon deuxième tiers, il y a des joueurs que je pense qui sont déjà labellisables comme le Tribic, mais c'est juste que Cooper Flag, en fait, je crois que c'est le meilleur joueur que j'ai vu en vrai, le meilleur prospect que j'ai dû voir en vrai de bord terrain, je veux dire. Il est grand, il est long, il a un des meilleurs timings de contre que j'ai vu de protection de cercle à son âge. Donc tu as dit décembre 2006, il peut contrer des deux mains, il peut contrer à une main ou à deux mains. Et puis moi j'achète le tir parce que
En fait, moi j'ai pu le voir contre l'Égypte, je crois. Et en fait, contre l'Égypte, je suis resté un quart temps, mais je suis resté 1 heure avant pour le voir juste shooter à l'échauffement, parce que bon, l'opposition égyptienne était pas incroyable. Et en fait, il prenait beaucoup de tirs extérieurs. Et moi, je le projette comme un futur stretch 4-5 qui peut en même temps protéger le cercle, qui peut passer, qui a des excellentes stocks, donc style et interception, donc un QI défensif ultra développé. Et il va encore grandir parce que avec Manu, on a vu le papa. Et croyez-moi, le papa, il a une bonne génétique. Ouais, bah oui, parce qu'il a 15 ans, donc ça serait pas étonnant qu'il finisse à 2-7, 2-8, quoi. C'est ça, ouais. Un peu moins de 2-10, je dirais. Ouais. Manu, est-ce que t'as noté des choses, toi, je dirais hors terrain, ou plutôt en côté attitude? Je sais que t'es quelqu'un qui regarde vachement ça. Est-ce que tu as été aussi convaincu par ça, sur les attitudes de Cooper Flag? Ouais, très bonne attitude, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, toujours en train d'encourager. Donc, comme pas mal de gens sur le banc américain, mais toujours en train d'encourager, d'applaudir, sur le terrain, de faire le huddle. Enfin, vraiment, il a l'air en tout cas d'être un bon gars, ouais. Il n'y a pas eu de trucs négatifs, en tout cas, sur le banc ou sur le terrain. Toi, si tu le mets dans ton premier groupe, est-ce que tu as d'autres qualités à ajouter à celles qu'a déjà décrit Alan? Non, non. Peut-être la latéralité. Il y a vraiment des trucs, notamment sur l'aide défensive, où des fois il est vraiment loin parce qu'il défend sur des 4-3, enfin des gens de sa taille. Et du coup, sur un pas, il arrive tout de suite, il est au cercle quasiment en un pas. Et ça, c'est pas de la latéralité défense 1 contre 1, c'est de la latéralité vraiment protection de cercle. C'est impressionnant à voir en vrai. Ouais. Oui, Alan parlait de Il va, timing, mais il y a aussi cette vitesse sur les petits espaces, et savoir se projeter effectivement, que ce soit latéralement ou en arrière, etc., pour aller protéger le cercle. Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le profil de Cooper Flag que tu as aussi mis du coup dans ton premier tiers? Non, complètement d'accord avec ce qui a été dit défensivement. Je pense qu'il a impressionné tout le monde, même que ce soit, même vocalement, j'ai envie de dire, toujours il était là à placer ses coéquipiers, il faisait les aides quand il fallait, il faisait les bonnes rotations, il avait les yeux partout, donc il était vraiment assez incroyable défensivement. Il a vraiment sorti du lot de ce côté-là du terrain, et même offensivement, il y a pas mal de flash, le shoot a l'air pas mal en place, ça part haut en plus avec ses immenses bras, c'est vraiment assez impressionnant. Même des petits flashs de handle, je me souviens d'un petit dribble dans le dos avec un petit tir à mi-distance qui finit pas au fond, mais ça m'avait marqué ce petit tir. Donc non, je trouve qu'il est ultra impressionnant défensivement. Il a encore 4 ans pour se polir offensivement, que ce soit dans son shoot, dans son handle, dans son jeu de passe qui est déjà intéressant. Donc il y a tout à construire offensivement, il y a tout à ajouter encore, il y a pas mal de choses à continuer de progresser tout simplement. Mais défensivement, il est déjà élite, j'ai envie de dire. Au rebond, il est incroyable. Et donc on va continuer à polir son jeu offensif, et dans 4 ans ça peut devenir incroyable au moment de sa draft. Donc ouais, il est forcément dans le tier 1, et c'est même le premier du tier 1, j'ai envie de dire. Tu as raison de souligner quand même au rebond. Alors même si voilà, il dominait parce que il est plus athlétique, etc. Mais un an et demi de moins que la majorité de ses adversaires, et il prenait donc 20 rebonds, si on fait des stats sur 40 minutes, 20 rebonds par match, quoi. 2,01 m. Donc ça laisse songeur sur le timing. Donc effectivement, à Montverde, Thomas, est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer un peu avec le ballon? Est-ce qu'il y a on imagine qu'il y a des gros porteurs de balles avec lui quand même? Il y a eu pas mal de recrutements à Montverde, mais il y a eu pas mal tous les gros joueurs sont partis quasiment. Il y a Derrick Whitehead qui est parti, il y a Jalen Uchivino qui est parti, Sky Clark qui était blessé quand même pas mal de temps cette saison, mais qui est quand même parti. Donc il y a un gros renouveau. Il va y avoir KJ Evans qui va être censé être la star de l'équipe, mais c'est pas vraiment un ball handler. Ça a recruté également plus des porteurs de balles sur les postes arrière, mais il y a vraiment tout à reconstruire dans cette équipe de Montverde. Il y a pas un leader naturel qui ressort vraiment pour l'année prochaine. Donc je pense que ça peut être la figure de proue au fil des années de cette équipe. Ouais. Cooper Flag. D'accord. Ah ouais.
C'est pas C'est une du tout. wildcard. Vous êtes pas du tout sur les mêmes rankings que les Américains. Enfin, je me base sur le composite ranking Ouais. de 247. 24/7. Et donc on va parler de Kwapit, puisque c'est l'autre très jeune de cette équipe américaine, né le 20 janvier 2007, lui. Donc éligible draft 2026. Lui, ce sera pas plus tôt que 2026, c'est sûr. 2,01 m, donc même taille que Cooper Flagg, peut-être un peu moins long, mais un peu plus épais. Il a joué quand même plus de 20 minutes par match, hein, donc il n'était pas là pour faire de la figuration, pour avoir un jeune, pour Il former. startait même. Ouais. 9,6 points, 4 rebonds, 1,6 passes décisives, une interception, un contre par match. Il jouait plutôt à poste 3, si je devais donner un poste 3, même si c'était très polyvalent, on va dire, cette équipe US. 54% à 2 points, seulement 5 3 points tentés, 1 sur 5, 10 sur 22 au lancer franc, ça c'est pas bien. Son père, alors tous les hommes de sa famille sont plutôt dans le foot US. Son père a fait du foot en college, ses 3 frères font du foot en college. Et ses 2 sœurs, par contre, sont côté basket. Il vient de l'Arizona, Kwapit. Et d'ailleurs, il est en high school en Arizona. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un gros high school là où il est, Alan. Peut-être je te pose une colle. Non, mais vu qu'il est à sa première année high school, je pense qu'il va pas finir sa carrière high school là. Je pense Oui. qu'il va vite bouger. Bah pour l'instant, dans la classe de recrutement 2025, il est devant Cooper Flagg quand même, selon 247, et derrière Cam Boozer, qui est aussi un gros talent. Mais tout ça pour dire, je parlais de sa famille, tout ça pour dire qu'il y a quand même un pédigré athlétique, parce qu'ils ont tous des bourses hein, quand même. Les 4 frères, les 2 sœurs. Oui, le frère joue en NFL de mémoire, Andrew Spitt. C'est un lineman aux Saints. C'est une famille de sportifs. Ah, je savais pas qu'il était déjà. Il est en NFL, le grand frère. NFL. Okay. Kwapit, Manu, quelles sont ses qualités basket que tu as vues? Moi, j'ai apprécié déjà le physique. On vous le disait, il a le pédigré, mais il est déjà quasiment prêt à jouer à NBA dès demain, uniquement par le physique. C'est un joueur qui monte assez vite au cercle, très bon dans le second show aussi. On l'a très, très bien vu là-dessus, notamment sur le rebond où il a pas fini son premier saut, qu'il est déjà remonté en l'air. C'est assez impressionnant. Tient très, très bien le contact aussi. J'ai bien aimé le shoot, malgré le pourcentage assez horrible à 3 points. Mais en fait, ce qui me plaît dans un joueur de cet âge-là, c'est qu'il tente plus qu'il ne le met. C'est ça, la réussite viendra après pour moi. Donc, au moins, je l'ai vu tenter, que ce soit à 3 points et à mi-distance. Donc ça, c'est assez cool de voir un joueur comme ça. Et c'était pas forcément son rôle dans l'équipe, parce qu'il y avait des gros shooters, notamment, on en parlera peut-être après, David Castillo, qui était vraiment le shooter attitré de l'équipe. Mais c'est intéressant quand même de le voir. Et j'ai bien aimé aussi sa défense, notamment sur le 1 contre 1, où c'est un joueur très intéressant sur la défense dans le périmètre. Très bonne latéralité pour un gamin de 15 ans. Donc un peu plus c'est pas le bon terme, mais en difficulté sur la défense d'équipe. Mais autrement, sur le 1 contre 1, en fait, de par sa latéralité, il est ultra large de corps. En fait, il pouvait défendre sur n'importe qui et personne ne pouvait forcément le passer, parce que la combinaison des deux faisait qu'il avait toujours l'avantage, que ce soit sur des petits ou sur des grands. Donc Le c'était physique et impressionnant, honnêtement, pour un gamin de 15 ans. Ouais, c'est fou, parce qu'autant Cooper Flagg, on voit quand même qu'il est jeune. Même s'il est, il est déjà lui aussi, costaud, peu long, dans sa etc. tête, malgré les cheveux, on voit qu'il a un visage de bébé. Quand même, oui, non, mais je veux dire, Cooper Flagg, tu vois, dans le corps, tu peux te dire, il va. Ah oui. Kwapit, comme tu dis, s'il a 18 ans, moi, je suis pas choqué, tu vois. Vraiment corporellement, effectivement, je suis pas choqué. Thomas, est-ce que tu as des choses à ajouter sur le jeu de Kwapit? Ouais, moi je l'ai trouvé également intéressant défensivement, peut-être plus que Manu dans la défense collective. Je trouve qu'il faisait des rotations plutôt pas mal. Il a provoqué quelques passages en force, au moins 2 de mémoire. Après, offensivement, j'attends d'en voir plus. Tout simplement, ça reste un joueur très jeune qui domine principalement physiquement. C'est un joueur qui
qui boulie pas mal dans la peinture au cercle avec son physique impressionnant. C'est un mismatch permanent pour l'instant. Donc j'attends tout simplement de voir son développement offensif sur plusieurs années. Comme Manu également, j'aime plutôt bien son tir. Sa mécanique au lancer franc est plutôt bonne, je trouve. Donc je nuance un peu son 45% au lancer sur l'event. Je trouve pas trop, plutôt pas mal habile au lancer. Je trouve qu'il est assez fluide, donc à voir. Et au niveau du shoot, pareil, ça va être à développer, mais il reste assez fluide. Donc développer le shoot, le jeu offensif, développer son shoot, développer son jeu de passe également. Mais les bases défensives sont vraiment bonnes. Donc joueur vraiment intéressant, joueur très physique qui va continuer de grandir. Donc vraiment intéressant sur le poste 4. Il me fait un peu penser physiquement à un Paolo Banchero, donc s'il développe ses skills offensifs. Alan, sur 247, la comparaison est tout simplement, en simplicité, Kate Cunningham pour Wapit. Est-ce que tu as des mémoires de Cade au même âge? Parce qu'il fait à peu près sa taille et il a son gabarit aussi, c'est pour ça. Ouais, le jeune Cade, je vois ce qu'ils veulent dire parce que Cade, très jeune, donc avant qu'il aille à Montverde, donc quand il était encore au Texas, il jouait poste 4, post-up, proche du panier. Mais c'est qu'en fait, il a développé ce jeu de passe pour devenir un ball handler principal. Ce que je vois pas encore chez Coapit. Après, moi, je l'ai vu que 2 fois en live, parce que on n'est pas là pour rester en même temps avec Manu, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il c'est un très fort joueur proche du panier. Il est très bon sur second saut. Il prend beaucoup de rebonds offensifs. De dos, en fait, il a pas le dos d'un humain, d'un jeune de son âge. Il a un dos et une musculature hyper développée, mais on sent qu'il va quand même un peu grandir parce que, bah, comme tu l'as dit, le pédigré familial, les frères jouent en NFL et les frères sont des linemen offensifs, donc des gens monstrueusement grands. Donc en fait, il va encore grandir, mais je vois un peu ça. Oui, c'est-à-dire il est très fort au post-up. Après voilà, Kate dans sa deuxième, troisième, quatrième année de lycée a apporté le pull-up, il l'a apporté plus tard, mais il a apporté surtout la création balle en main. On verra si on donne la balle à Coapit. Là, c'était un contexte où on lui donnait pas la balle. La balle était dans les mains de Wagner, de Ron Holland, de Jeremy Fears. Donc, on verra. Pourquoi pas, à voir. Je peux pas dire non, je peux pas dire oui encore. Ça, c'est sur l'axe de progression. En tout cas, c'est ça. Si on veut en faire un top prospect, il faut qu'il ait le ballon dans les mains à court terme. Ouais. J'avais pas posé la question pour Cooper Flag, Manu. Toi, tu vois quel développement à apporter à son jeu? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le développement idéal? Vers quel genre de joueur on va le modeler? Bah, moi, j'hésite encore sur selon sa taille, hein. Final, c'est sur un stretch 5 ou stretch 4. Je vois bien un mec qui va être à terme capable d'à la fois protéger le cercle, mais aussi de pouvoir tirer et de défendre sur du 3-4-5. Est-ce que c'est pas un peu gâché, vu le QI du monsieur, de pas lui faire prendre plus de décisions offensivement? Il pourrait, après, on a vu des choses assez intéressantes, notamment sur des transitions où des fois il prenait le rebond, il partait tout seul en coast to coast. Mais j'ai encore du mal à identifier le handle, honnêtement, à voir ce qui pourrait être bien. Je l'ai vu là l'autre fois sur le AAU contre les frangins Boozer et on le voit totalement différent. En fait, beaucoup moins la balle en main, beaucoup plus sans difficulté physiquement. Donc je vois le truc en fait, enfin je vois ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à le projeter avec énormément la balle en main, moi. Aujourd'hui, hein. On verra ne serait-ce que dans 2 ans, mais notamment le passage à Montverde qui va, je pense, changer un peu son jeu. S'il va être avec des joueurs totalement différents en termes de niveau qu'il a dans le main, no offense, mais et il va tomber contre des meilleurs joueurs aussi. Donc à voir comment ils vont est-ce qu'il sera titulaire? Ça c'est pas sûr. Est-ce que voilà, faudra voir. Je sais pas si tu te rappelles Manu, mais il y a un coach NC qui nous a dit c'est le meilleur joueur de l'histoire du Maine. Ouais, mais après il doit être le seul en fait, donc voilà. c'est pas trop compliqué. Bah, il y a sa mère, quoi, chez féminine. On passe à donc l'autre qui est 2 fois dans votre deuxième tiers. C'est l'ami DJ Wagner, DJ pour Dajuan Wagner Junior, puisque c'est le fils de l'ancien drafté par Cleveland,
joueur NBA, 6e pick de la draft 2002 quand même. Et alors attention, pédigré aussi quand même, petit-fils de Milt Wagner, qui était basketteur pro, passé par Louisville à la fac et qui travaille encore à Louisville à la fac. Louisville, il est responsable du player development, donc c'est pas rien, et Louisville est en course pour recruter Dajuan Wagner Jr. Et Louisville était bien présent pour parler à Dajuan Wagner, on a bien vu. C'est qui le coach de Louisville? Et c'est le nouveau coach, c'est Kenny Payne, qui était l'assistant de Calipari avant et qui était au Knicks, mais il a envoyé ses 2 assistants principaux, donc Nolan Smith, c'est un joueur de Duke, et Danny Manning, voilà, qui sont ses 2 assistants et qui étaient là 3 fois pour avoir Wagner. Ouais. Donc Il était présent à tous les matchs. ça Ouais. recrute fort. En face, il y a Kentucky aussi Avec qui Calipari Auburn. qui est venu, ouais. qui essaye de le recruter. Donc il est dans le New Jersey en high school, Camden High. Il a remporté le titre de l'État. Voilà, il recrue numéro 1 2023 selon le composite ranking de 247. Un poste 1-2, 1m90. Il était un peu en dedans au niveau de l'adresse, en tout cas 20 minutes par match. Il a shooté seulement à 48% à 2 points et 4 sur 21 à 3 points. 7 sur 8 au lancer, donc au final ça fait 9 points, 3 rebonds, 3 assists, 2 steals de moyenne pour DJ Wagner. Thomas, quelles sont les qualités du monsieur? Alors DJ Wagner, c'est un meneur assez complet. Il sait un peu déjà tout faire en fait. On l'a vu au FIBA U17, donc il a pas été à droite très clairement. Ça a été la même chose ensuite il y a maintenant moins d'une semaine au Peach Jam, alors qu'il avait été vraiment rayonnant sur les 3 premières sessions de l'EYBL où il tournait à 50% au tir sur les 3 sessions. C'est là qu'il était vraiment au top de sa forme. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Il a eu un vrai coup de moins bien sur les 2 dernières events. Mais c'est un joueur vraiment que je trouve personnellement très très fort. Défensivement, il est déjà donc plus qu'en place. C'est un joueur qui a une bonne taille, 1m90 pour un meneur, c'est pas mal, qui est déjà assez solide, qui a les mains actives, qui est intelligent, qui se donne vraiment beaucoup sur les replis défensifs. Il est souvent là pour aller venir gêner. Offensivement, c'est un joueur plutôt assez vif, assez rapide, même s'il est un peu en dedans pour attaquer le cercle au FIBA 17, je trouve. Mais habituellement, surtout à l'EYBL, il avait une belle facilité d'accès au cercle, un handle plus que correct, des belles qualités athlétiques, un sens de la passe également plus que bon, je dirais average plus bon. C'est pas encore un élite passeur, je pense que son step-up pour devenir un vrai joueur élite doit devenir par la passe, je pense. Sinon, c'est un scoreur intéressant, comme je l'ai dit, il est capable d'aller au cercle, il est capable de créer son pull-up à mi-distance, à 3 points. Il avait des bons pourcentages à l'EYBL, comme je l'ai dit, que ce soit à mi-distance à 3 points. Il était à 50% au tir, il était à 35-40% à 3 points, 80% lancé, donc il était vraiment au-dessus de la concurrence. J'ai envie de dire, il y avait les prospects 2023, il y avait DJ Wagner qui dominait un peu tout le monde. Il était dans une bonne équipe également, donc pour moi c'est vraiment l'un des, si ce n'est le top prospect de cette équipe, futur très très bon meneur qui sait déjà un peu tout faire et qui doit en plus se spécialiser encore plus, je pense, dans le playmaking pour pouvoir rester sur ce poste 1 au lieu d'être un undersize 2 un petit peu qui n'est peut-être pas un élite scoreur. Je pense que ça doit plus être un élite passeur et très bon scoreur, très bon défenseur sur le poste 1 qu'un petit 2 qui sait un peu tout faire. Alan, est-ce que tu es d'accord sur ces axes de développement pour Wagner? Ouais, clairement. Alors, et en même temps, souvent on se disait ça quand on était dans les tribunes. En fait, il fait pas un très bon tournoi, mais tu sens que c'était le meilleur garde en fait de Team USA. Que dans les changements de rythme balle en main, l'intensité qu'il peut mettre sur petit espace, la finition au cercle, pas incroyable, mais ça allait. Il a plus forcé sur du mid-range pull-up compliqué et du pull-up à 3 points. C'est plus ça où il a forcé. Mais qui continue à aller autant au cercle et qu'il améliore sa vision du jeu sur pick and roll parce que c'est ce qui en fera un primary ball handler en NBA. Pourquoi je l'ai pas tier 1, c'est parce pour moi il est fini physiquement un peu. Ça se voit qu'il grandira pas encore énormément. Il est pas non plus très long, donc c'est pour ça. Mais en tant que porteur de balle, il a tout s'il développe la vision sur pick and roll.
et sur drive and kick pour exceller là-dedans, Sur clairement. sur la vivacité, premier pas, c'est vraiment, on est sur de l'élite ou sur un bon joueur? Non, on est pas sur de l'élite, mais on est sur un vrai bon joueur qui a en plus un handle incroyable. Il y avait les Team USA faisaient quand ils faisaient leurs échauffements, ils mettaient les quatre gardes en même temps pour faire du travail pendant 10-15 minutes juste sur le handle. En termes de motricité, je pense que tu aurais adoré voir ça. Il y avait plein d'exos différents en motricité avec des petits ballons, des balles et des choses comme ça. Et les autres étaient incroyables, notamment Boogie Fland. Mais lui, il, il a vraiment un handle qui lui permet d'aller là où il veut quand il veut. Ok. Manu, pourquoi toi, tu l'as pas dans ton top, dans tes prospects du premier groupe? Qu'est-ce qui te fait douter chez Wagner? Bah, un peu tout. J'ai pas aimé le shoot, j'ai pas aimé la puissance sur premier pas. Moi, je trouve qu'il a pas eu de réussite pour passer ses défenseurs. Beaucoup de finitions près du cercle où il fonce dans le défenseur, il a pas réussi à désaxer pour marquer. Offensivement, j'ai vraiment pas accroché du tout, en fait, sur quoi qu'il fasse, excepté le handle et des fois le changement de vitesse reste impressionnant. Mais en fait, et c'est ça, c'est des défauts qu'on peut retrouver sur les joueurs américains face à des joueurs européens. C'est un jeu européen, des règles européennes. Ça se trouve à Kentucky, Louisville, enfin en NCAA. L'année prochaine, il va totalement être différent parce que le spacing sera complètement différent, les règles seront aussi différentes. Mais là, notamment sur entre guillemets les fortes équipes qu'il a vues à la fin, donc Australie, Serbie, Espagne. Là, finalement, il a été très peu en vue en attaque, excepté sur la Lituanie où là, il a été bon, il a 12 points. Mais autrement, les autres matchs, il a 5 et 6 points. Donc, il a aucune. Pour moi, moi, je l'ai pas vu avoir un impact offensif sur lequel je m'attendais. Parce que quand je connaissais le nom, évidemment, top 5 joueurs lycéens, voilà, donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant, en fait, offensivement. Par contre, défensivement, il m'a impressionné de ouf. De longs bras, la télarité incroyable, peut défendre sur du 1-2. Là-dessus, ultra énergique, high motor, voilà, toujours dans l'effort. Mais offensivement, j'ai été très très déçu. Ok, alors à voir si c'est l'histoire d'une compète ou effectivement s'il y a des inquiétudes qui pourraient se matérialiser pour la suite. Alors ensuite, vous aviez tous des noms un petit peu différents dans votre premier tiers. On avait qui chez Thomas? On en a oublié un ou pas? Chez moi, il y a Ian Jackson dans le premier tiers Ian également. Jackson. Bon allez, on parle de Ian Jackson. Donc lui, pour le coup, d'ailleurs c'était le cas de Wagner aussi, je ne l'ai pas dit, mais il est 2005. Donc ça, c'est l'âge normal pour participer à ce U17, contrairement à Kwapit et Cooper Flag. Ian Jackson, qui vient du Bronx, Cardinals High School, qui a été médaillé l'année dernière au U16, médaillé d'or U16 America. Il a pas mal grandi depuis. À l'époque, il m'avait pas marqué. Hein. C'est moi qui avais fait l'article sur le site. Il m'avait pas énormément marqué, mais j'ai l'impression qu'il a grandi en tout cas. Il a annoncé à 2 mètres. À l'époque, il l'était pas du tout. 17 ans, donc numéro 3 des recrues 2024 selon ESPN, numéro 2 même selon le Composite Ranking. Et sur ce FIBA U17, 17 minutes, 12 points, 59% à 2 points, 9 sur 20 de loin. Mais il n'a tiré de loin que dans les petits matchs. Donc c'est à relativiser, c'est 9 sur 20 de loin. Dans les petits matchs, entre guillemets, face vraiment aux petites équipes en poule, quand au lieu de gagner de 15 points, les USA gagnaient de 40 ou 50 points. Et donc au final, en moyenne, ça fait 4 points, 6 rebonds, 1,7 passes décisives, 1,4 interceptions. Thomas, parle-moi de Ian Jackson, pourquoi tu l'as si haut? Personnellement, j'aime beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, c'est un espèce de poste 2 assez grand qui approche des 2 mètres maintenant. Et je trouve vraiment qu'il a toutes les qualités, toutes les capacités, tout le corps pour devenir un très très bon arrière. Premièrement, c'est un vrai bon athlète, un joueur qui a un bon premier pas, un joueur de bonne taille, un joueur athlétique qui crée assez facilement son accès au cercle. C'est un joueur qui a également un vrai bon handle. Il danse vraiment avec la balle. Il est capable de changement de rythme, de changement de direction vraiment très très spectaculaire.
Donc il a un accès au cercle de par ses qualités techniques et de par ses qualités athlétiques très faciles. Il y finit plutôt bien, donc c'est intéressant, même s'il a pris très très peu de lancers dans ce U17. Donc ça m'avait un peu surpris par rapport à ce que j'avais vu en high school. C'est également un joueur qui a beaucoup progressé sur son shoot à 3 points. Il a bien shooté sur U17, il a plutôt bien shooté sur sa fin d'high school. C'est un joueur qui a une mécanique vraiment très pure. Je le trouve vraiment très à l'aise sur son shoot. Donc en catch and shoot, il y a vraiment aucun problème. Ça filoche sans aucun problème. C'est également un joueur qui a des qualités de passe plutôt intéressantes. Il commence petit à petit à débloquer des qualités de playmaking. Il joue plutôt pas mal balle en main en high school. C'est pas un joueur qui a toutes les possessions non plus. C'est pas une attaque héliocentrique, mais il a pas mal de ballons. Ça reste le meilleur joueur de son équipe, donc il fait pas mal jouer les partenaires. Il commence à débloquer ça de plus en plus. C'est également un joueur intéressant défensivement, de par sa longueur, de par son énergie. C'est un joueur qui met beaucoup de hustle quand il joue, que ce soit en défense, en attaque, beaucoup de trash talk également. Et au global, donc c'est un joueur qui a, comme je l'ai dit, toutes les qualités pour moi pour devenir un gros arrière. Il manque à continuer de développer. Je pense que le point qu'il doit continuer de développer, c'est son jeu de pull-up, devenir le meilleur possible sur pull-up pour être ce crack offensif de sa QV, j'ai envie de dire, le joueur qui pull-up à trop loin, le joueur qui pull-up à mi-distance, pour parfaire sa panoplie offensive. Il a déjà une vraie panoplie de scoring. Le passing, c'est déjà pas mal. La défense, c'est intéressante. Il a toutes les qualités athlétiques, toutes les qualités de taille, les mensurations pour. Donc, pour moi, ça peut vraiment être un très, très gros arrière de la classe 2024, ouais. Très bien. Alan et Manu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Ian Jackson? Moi, je suis moins chaud sur le potentiel. C'est un fort joueur, mais pour moi, il a beaucoup moins de potentiel que d'autres joueurs de Team USA. C'est pour ça qu'il a excellé aussi. Parce qu'il est prêt, quoi. Il est prêt, mais pour moi, C'était ça un des sera plus vieux, voire le plus vieux de l'équipe, Ouais. d'ailleurs. Pour moi, Février 2005. c'est potentiellement plus un 3&D en NBA, je pense. Ok. Au poste 3. Il peut développer, hein, mais la plupart de ses 3 points, c'est du catch and shoot. La qualité de passe que voit Thomas, elle est là, mais je lui donne pas la balle en NBA, je pense. Donc, pour moi, ça sera un très très fort joueur de complément. Peut-être pas une star. On passe à la suite parce qu'on traîne. Manu, t'avais qui dans ton... T'avais Sean Stewart, toi? C'est ça que tu m'as dit? Ouais. Sean Stewart. Février 2005 aussi. 2,03 m. Qui a, lui, très bien shooté. 7 sur 18 à 3 points. Mais il a pris que 9 2 points. 4 sur 9. Ah non, pardon. Je confonds. Ça, c'est Boogie. C'est Boogie Boogie Fland. Fland, absolument. Ouais. 7 points, 7 rebonds de moyenne pour Sean Stewart en 18 minutes, 46% à 2 points, aucun 3 points tentés, 11 sur 15 au lancer franc. Une interception, un compte de moyenne. Duke commit déjà l'an prochain, numéro 8 du composite. Pour l'instant, il est à Windermere High School, c'est près d'Orlando, en Floride. Qu'est-ce que tu vois chez lui, Manu? Alors déjà, je vois un mec qui est ultra tanké. C'est vraiment physiquement, il est terminé. Qui est un scoreur de niveau pour l'instant, mi-distance et près du cercle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a, comme tu as dit, il n'a pas mis 3 points, enfin, il n'a même pas tenté. Et c'est que sa mécanique est totalement différente. Plus il s'éloigne, mieux elle est. Donc c'est à voir dans le futur. C'est quand il est mi-distance, en fait, il termine pas son geste, il tire quasiment qu'avec son poignet, alors que quand il prenait des longs 2, en fait, il lâchait complètement son bras et la fluidité, la mécanique était vraiment plus intéressante, mais il mettait pas forcément dedans. Donc ça va être à observer ça sur les prochaines saisons. Mais offensivement, c'est un gars qui est capable de se créer l'espace, du jab step, terminer au cercle, d'enchaîner rapidement, voilà, moi j'ai énormément aimé. Le seul hic que j'ai, c'est ce que j'ai écrit, c'est que c'est beaucoup de main gauche pour l'instant, très peu de main droite, même si Est-ce qu'il va grandir encore? droitier. Parce que là, tu me décris un joueur qui va quand même Je pense être pas. plus sur du 4-5 et 2,03 m, c'est pas très grand. Non, je pense pas qu'il va, ou peut-être 1 ou 2 centimètres, parce qu'il doit encore avoir 1 an de... Je sais plus s'il a 1 an encore d'high school ou pas. Ouais. C'est l'année prochaine qu'il arrive à Duke. Ouais, peut-être il va pas être à 2,10, hein, mais il peut peut-être terminer à 2,5, 2,6, ça dépend. Ou ça se trouve, il terminera à 2,3. Et s'il termine à 2,3, faut qu'il développe absolument le handle, parce qu'autrement, il va pas beaucoup être utile, quoi. Si c'est un gars qui, plus ou moins qu'il ait le ballon quand même, pour exister,
Mais s'il n'arrive pas à développer le handle et la vision, le côté gestionnaire, ça va être un peu plus difficile. Mais moi, je raye pas le nom tout de suite parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et j'ai envie de voir si le 3 points va arriver. Et si le Parce que comme 3 je l'ai points dit, sa arrive, est-ce gestu, qu'on elle serait est pas sur intrigante en un, fait. Donc, sur un modèle Coutinho Mobley finalement? tu remontes Je loin, dis mais les noms. Je dis les noms. Non, je dis ça parce que gaucher qui fait des jab steps et tout. Mais bref. Donc Sean Stewart, février 2005, effectivement, la grosse cote de Manu, celle d'Alan, c'est Asa Newell, qui n'est que 34e au Composite 2024, né en octobre 2005, 2m06. Il jouait que 10 minutes par match. Ouais. Il fait un petit 10 sur 10 au lancer franc. Lui aussi va être à la Monteverde Academy comme Cooper Flag. Il a déjà des grosses offres pour la fac, Florida State, Florida, Alabama. Il vient de Floride et il a un frère qui est walk-on à Georgia, à la fac de Georgia. Dis-moi, Alan, c'est un poste 4, un poste 5. Qu'est-ce que tu vois chez lui qui est pareil, bientôt fini physiquement, on imagine? Enfin, en tout cas, dans la taille. Non, moi, peut-être, mais l'envergure n'a pas été trop calculée. Je pense qu'elle est vraiment bonne. Gaucher, 10 sur 10 au lancer franc. Donc moi, je l'ai regardé beaucoup tirer, parce que comme tu as dit, il jouait pas beaucoup. Donc moi, je l'ai regardé beaucoup tirer. J'achète le tir de A à Z, en fait. Gaucher sur du pick and pop de loin. Il est à 2 sur 5 à 3 points sur la complète. Il va encore grandir, je pense qu'il peut faire 2-10. Je pense qu'il peut faire un petit peu plus de 2-10 et être un poste 4-5 gaucher, finisseur d'action, protecteur de cercle. C'est pas parce qu'il a pas joué qu'il est pas bon. C'est que bon, bah, il y avait Sean Stewart, il y avait Ron Holland, il y avait des joueurs qui avaient un peu plus de pédigré dans tout ça, qui sont peut-être meilleurs que lui aujourd'hui. Mais si c'est un classement prospect, moi, je peux pas mettre Asa Newell trop bas parce que je veux vraiment le revoir très T'imagines un prochainement. stretch 5, toi? Je Ouais, te vois là. ouais, peut-être. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça va se passer à Montverde parce qu'il arrive avec Cooper Flag, il y a Kwame Evans qui est là, qui est une grosse recrue, un gros lycéen qui sera senior l'an prochain. Ça peut faire un front de courte hyper intéressant à voir. Donc je sais pas quel rôle il aura, comment ils vont le développer, mais je veux absolument le revoir. J'aimerais bien qu'il soit au U19 l'an prochain avec Team USA en Hongrie parce que je voudrais voir en an ce qu'ils l'ont fait faire. Thomas, est-ce que tu peux me dire qui tu as dans ton deuxième groupe? Puisque là, on a parlé des joueurs de ton premier groupe. Enfin, on a déjà parlé de certains de ton deuxième groupe, mais tu as d'autres dont on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Ron Holland, de Carter Knox, de Boogie Fland, de Jeremy Fears et de David Castillo, Dennis Evans. Holland est dans mon deuxième groupe avec du Coapit, du Newell. Holland, ouais, c'est vraiment le mec qui est le plus haut dans ce groupe. Je continue avec toi, Alan. Qui tu as dans ton tiers 2, du coup? Ouais, tiers 3 plutôt. Ton Parce que tiers j'avais 3? Cooper Ah oui, Flag parce que tout tu avais seul. Cooper tout seul. Ouais, absolument. Ouais, Cooper Flag tout seul. Ensuite, j'ai Ron Holland, j'ai Ian Jackson, j'ai Boogie Fland. Alors il s'appelle Joe Newell, mais tout le monde l'appelle Boogie sur Oui. sur place, donc moi je l'appelle Boogie. Et voilà, c'est les trois joueurs que j'ai un peu là. Bon, ben, Avec Carter Knox, c'est un peu les ailiers en gros, les ailiers de l'équipe, et Boogie Fland qui est un 2006, donc je le mets là. Boogie Fland, effectivement, il s'appelle Joe Newell, donc c'est rigolo, Ouais. déjà, quand même, de s'appeler Joe Newell. Lui aussi vient du Bronx, Ouais. comme notre ami Ian Jackson. Et Archbishop Stepinac High School, 13e au Composite 2024. De Donc, mémoire, c'était l'école de AJ Griffin. De mémoire. Je peux me tromper. Ah mais... oui, Stepinac, ouais. Bien ouais, je possible. sais pas, mais je peux me tromper. 2024, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'ils rentreront en NCAA en 2024. Ouais. Éligible draft 2025. 10 juillet 2006, donc un an de moins que les autres. Poste 1-2, 4 points, 6 passes décisives de moyenne, quand même 2,7 rebonds. Non, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Et non, 3,6 passes décisives de moyenne, 4,6 points, 4 sur 9 à 2 points et 7 sur 18 à 3 points.
3 sur 4 seulement au lancer franc sur toute la compète. Mm. Donc Boogie Fland, vite fait, Alan. Ouais, très vite. En fait, je pense qu'il est peut-être moins bon et moins utile aujourd'hui que Fierce et Castillo, qui étaient vraiment les leaders de l'équipe, d'ailleurs qui étaient au U16 l'an dernier, qui était un peu l'âme de l'équipe. Mais Boogie Fland, donc il a 1 an de moins et je pense que son pull-up est assez incroyable. Son pull-up à 3 points est de très très haute voltige. Il fait 7 sur 18 en prenant des pull-ups. Il joue pas beaucoup sur les derniers matchs, donc on l'a surtout vu. Nous, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de le voir contre Mali et Égypte où il a pas mal joué. Et on a vu un bon instinct off-ball pour défendre, des qualités de passe intéressantes sur pick and roll et un pull-up. Un joueur, quand je pense avec son physique, du mal à finir, qui est pas très très bon défensivement sur le porteur, mais voilà, moi il m'a fait penser à Bones Island en fait quand je l'ai vu. Ouais. Donc Ouais, ça aussi, la coupe de cheveux et tout. ouais, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il a eu beaucoup d'offres. C'est vrai que les coachs NCA disaient qu'ils voulaient vraiment le voir et il a fini la compète avec des offres des plus gros programmes. Donc vu qu'il est aussi très jeune, parce qu'il est juillet 2006, vraiment intéressant pour moi à suivre. Manu, parle-moi de Ron Holland, donc, qui est quand même un de ceux qui a le plus gros pédigré. Il était déjà médaillé d'or au U16, junior de l'année hein, au lycée. Il a déjà plein d'offres des grosses facs. Il a joué 20 minutes de moyenne, 59% à 2 points et 8 sur 19 à 3 points sur la compète. Seulement 10 sur 17 au lancer franc. Mais voilà, ça donne un des leaders offensifs de cette équipe. 2,07 m, donc un des plus grands joueurs de l'équipe aussi. Lui, il est juillet 2005, donc l'âge normal pour la compète. On ne sait pas grand-chose, son pédigré familial, en tout cas moi je ne sais pas grand-chose. Il parle de sa famille en disant qu'il joue pour eux et qu'il veut, on imagine donc un milieu très, très modeste. Il vient du Texas, oui c'est ça. Il est Ouais, au le high papa est school. incroyable. Ouais, il est à Duncanville, une grosse high school au Texas, où il joue avec Anthony Black qui va à Arkansas. C'est ça. T'as dit quoi Manu? Le papa il est grand? Non, il est incroyable. Pas en grand, mais dans la manière de vivre, ça a l'air d'être un sacré gogo. Il tout le temps en train de s'amuser, toujours le sourire, toujours en train de danser. Ça a l'air d'être un sacré personnage. Ok, sympa à voir comme anecdote. Manu, qu'est-ce que tu peux me dire de Ron Holland? Alors, c'est un profil, moi, que je trouve intéressant, long, fin, mais qui est capable d'être très bon en défense quand tout est connecté, qui est capable aussi d'être un peu foufou si c'est pas trop connecté, comme on l'a pu le voir sur le match contre l'Espagne ou sur la dernière action. Ils se font un peu prendre la foudre par 7000 personnes dans la salle parce qu'il a voulu piquer la balle à un Espagnol alors que c'est fini. Enfin, c'était assez marrant à voir. Autrement, c'est comme beaucoup d'Américains, très très actif, toujours en action, que ce soit en attaque ou en défense. Moi, j'ai aimé le tir, vraiment. C'est assez polyvalent. C'est notamment à 3 points, mais je trouve qu'il y a quelque chose, la gestuelle est peut-être un peu à revoir. C'est ça, avec son ballon est paradasse au niveau du front, donc c'est assez facilement contrable s'il se retrouve face à des joueurs qui ont un bon standing reach et une grande envergure, donc à voir sur la finalité. Mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé voir, donc intéressant aussi dans la passe, je trouve. Il a une bonne moyenne à la passe et il a un match contre la Lituanie, je crois, ou la Serbie, je sais plus, où il fait vraiment un match intéressant à la passe. Donc il y a quand même des flashs là-dessus. Moi, je le vois plus comme à terme, comme un second porteur de balle, quelque chose comme ça, où il va être capable d'un peu tout faire. Et si tout se développe, franchement, ça peut être super intéressant parce que le 42% à 3 points laisse un peu rêveur. Donc à voir. Moi, c'est un nom que j'ai aimé voir jouer en tout cas. Surtout dans l'activité défensive où franchement il était vraiment partout, vocal. Franchement super Ouais, intéressant. puis il est long, il est rapide. Moi, je l'avais vu au U16 et effectivement, U16 America l'an passé, pour moi, c'était le meilleur prospect de l'équipe U16 l'an passé. Et il confirme, en tout cas, il a encore progressé cette année, notamment sur le tir. Anecdote que j'ai lue,
sur le site de USA Basketball, il n'avait jamais vu la plage avant ce championnat du monde. Alan, il nous manque Carter Knox, frère de Kevin Knox. Frère de Kevin Knox, oui. Vient de Floride, il joue pour Tampa Catholic High School, il jouait 16 minutes sur ce FIBA U17, Ouais. numéro 7 du Composite Ranking 2024, donc c'est pas mal, il fait 1m96, il est déjà bien tanké, 16 mai 2005, il a mis 10,5 points de moyenne, avec une très bonne réussite à 2 points, 25 sur 35, et assez mauvaise à 3 points, 5 sur 20, 9 sur 16 au lancer. Ouais, franchement, il a pas beaucoup joué, il était vraiment dans le rôle du backup de Ron Holland. La seconde unité était limite plus intéressante en termes de prospects, parce que sur la seconde unité, il y avait Cooper Flagg, il y avait Ian Jackson, il y avait Carter Knox, il y avait Boogie Fland. Et Knox, il a surtout joué off-ball. Donc là, c'est vrai, je pense que c'est vraiment un joueur qui mérite d'être vu dans un contexte lycéen ou EYBL. Parce que là, il était vraiment off-ball, beaucoup de cuts, beaucoup de dunk en transition, beaucoup de catch and shoot à 3 points. Le geste est pas, j'aime bien le geste, la réussite n'était pas incroyable, 9 sur 16 au lancer, c'est pas, pour un joueur de son âge, c'est moyen, c'est pas incroyable, mais c'est pas, il y a rien de définitif là-dessus. Donc, c'était vraiment, il avait vraiment le rôle, un rôle tertiaire. Donc, rien que pour son physique, il mérite d'être vu dans sa dernière année high school parce que il a beaucoup d'offres. Donc Kentucky, bien entendu, via le frère. Je pense qu'il risque d'aller là-bas, mais il y avait beaucoup d'autres coachs qui en parlaient en bien et qui disaient que quand il était en high school, il avait un rôle assez différent et il montrait vraiment plus de choses dans sa palette offensive. Donc à revoir, franchement. À revoir avec peut-être un tir à développer pour Knox. Comme pour Holland d'ailleurs, même s'il a bien shooté. Thomas, ultime bafouille. Normalement, je suis là. Yes, t'es là. Superbe. C'est bon. Est-ce que tu peux me parler de David Castillo, dont on n'a pas parlé, numéro 7 recrue ESPN 2024, 17 août 2005. C'était le shooter de cette équipe, Manu en a parlé, 14 sur 40 à 3 points sur le tournoi. Et du coup, il était un peu indispensable pour le spacing. Il a joué 21 minutes, c'est un des plus gros temps de jeu de Team USA. Il joue en high school dans l'Oklahoma. Et il est Tim Griffin, il était en AAU d'ailleurs. Et lui aussi, il était médaillé d'or en U16 au FIBA America l'année dernière. Bon, est-ce que c'est plus qu'un shooter, David Castillo? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? C'est un peu la question que je me pose. J'ai pas forcément l'impression pour l'instant. C'est vraiment un pur shooter référencé au niveau high school, comme tu l'as dit, au Nike YBL. Donc Tim Griffin, il joue avec Trey Johnson, notre très gros prospect. Ça artille vraiment dans tous les sens à 3 points. Ça prend des 10-15 tentatives par match. Donc c'est vraiment un joueur qui prend quasiment la totalité de ses shoots derrière l'arc. Ça prend assez peu de shoots à 2 points. Donc il a un physique, il est quand même assez frêle, il fait 1m88. Même s'il a un bon premier pas, c'est un joueur assez rapide quand même. Il a des difficultés à finir au cercle. Pour devenir plus qu'un pur shooter, va falloir s'épaissir, peut-être prendre en taille, vu que ça n'est pas non plus un fort passeur. C'est pas un gestionnaire, c'est pas du tout un mec qui fait jouer le jeu, c'est vraiment un pur shooter. Donc dur d'exister en tant que pur shooter quand tu fais que 1m88, faudrait qu'il grandisse pour vraiment être viable au plus haut niveau, je pense. David Castillo, donc, et le gestionnaire de cette équipe s'appelait Jeremy Fears Jr. Il vient de rejoindre Overtime Elite pour 1 an avant d'aller théoriquement à Michigan State, puisque maintenant on peut faire les deux. On peut aller en overtime, prendre des dollars et ensuite aller en NCAA. Recrue 42, une des recrues lycéennes les moins bien classées, et pourtant un des leaders de cette équipe avec le meilleur plus-minus 20 minutes par match, 10 points, 3 rebonds, 4,4 passes décisives, 2,1 interceptions, 51% à 2 points, seulement 8 tirs de loin, 3 sur 8, 12 sur 16 au lancer. Il vient de l'Illinois. Il ira donc à Michigan State, je l'ai dit. Alan, rapidinho, qu'est-ce qu'on se dit pour Jeremy Fears? Il va falloir qu'il grandisse. Il fait 1m85. Est-ce qu'il va grandir ou est-ce que... Non, moi je pense pas. Tu penses Je pas? pense pas qu'il va grandir. Je pense pas qu'il va grandir, mais il est très fini. Je pense que ça va être un super college, un joueur de college.
pense qu'il va être avec Tom Izzo en plus. Ça m'étonnerait pas qu'il reste 3-4 ans à Michigan State. C'est pas on peut pas le projeter, je pense, aujourd'hui comme un one and done, quelque chose comme ça, parce qu'il est trop petit. Il a pas non plus. Par contre, c'est un très fort défenseur sur l'homme, notamment sur le plan rate of attack. Il est puissant pour sa taille. C'est vraiment physiquement, c'est vraiment quelque chose à voir. Donc pas un prospect NBA pour moi aujourd'hui, mais vraiment un joueur, un futur super joueur de college qui va défendre, qui va passer, avec le tir qui va devoir s'améliorer bien sûr, mais je pense qu'il va pas trop grandir. Il est déjà développé physiquement, il est déjà assez épais. Donc vraiment le genre de joueur à avoir dans cette équipe U17 si tu voulais gagner le tournoi. En fait, tu peux pas avoir que 12 prospects NBA. Il faut aller 8-9 prospects et puis 3 joueurs dont on sait qui seront plus des cols bleus ou des choses comme ça, même en NCAA. Donc le rôle qu'avait Devion Harmon en fait. Il y a dans l'équipe de 2018 qui a été à Oklahoma, qui a été à Oregon après, ce genre de joueur là. Absolument. Et il faut aussi un grand de 2,16 m qui joue quasiment pas, visiblement. Denis Evans, qui est quand même hyper bien classé dans les recrues lycéennes. Mais alors, il a joué 35 minutes sur le tournoi, il a mis 7 contre. C'est pas mal. Ouais. J'avais vu ça avant le tournoi parce que on préparait mes fiches. Il a pris 75 places dans le classement 24/7 en, je crois, 3-4 mois. Donc c'est vraiment un riser quelqu'un qui monte dernièrement, quoi. Ouais, bah il a fait des triples-doubles avec les contres en fait. Au Hillcrest High School Riverside, il a fait un triple-double avec 16 contres notamment cette année. Donc voilà, il paraissait un peu à la traîne quand même quand il était sur le terrain. Manu, il rentrait dans le garbage time de toute façon, Denis Evans. Bah, il entrait quand les spectateurs le scandaient son nom. Quand il restait 1 minute. Ouais, il y avait un côté, on en avait parlé d'ailleurs sur le groupe WhatsApp. C'était assez étrange à voir de près, ouais. Mais je pense en fait, il y a un truc, c'est que ça reste mon avis, mais je pense en fait il continue à s'habituer à son corps. Ça se voit, il n'arrive pas à bouger correctement, il est un peu sur le terrain, il est perdu, il sait pas ce qu'il fait, en fait il lève les bras, il contre quoi. Sur un terrain, il fait que ça. Il rate des dunks même, hein. Il a raté 2 dunks en transition. Contre le Mali où il doit jouer à la fin peut-être 2 ou 3 minutes parce qu'il y avait plus 47, il y avait que lui qui avait pas marqué et du coup sur 3 ou 4 transitions consécutives, il lui file la balle, il n'arrive pas à terminer au cercle, quoi. Et il rate 2 fois le dunk, ouais. Donc je pense que c'est plus une question de motricité parce qu'autrement un mec il est déjà quasiment à 2,15, il a des bras immenses, il doit être à 2,20 d'envergure. Au niveau du corps, en fait, il lui manque juste du poids. Mais sauf qu'il sait pas se servir de son corps, quoi. Il sait pas courir, c'est un peu un David Rioux, je sais plus comment son prénom, le monsieur Rioux du Canada, Olivier Rioux du Canada, quoi. C'est Ah ouais, t'es dur. Bah non, mais les deux savent pas courir, vraiment, les deux je sais même pas s'il peut faire des... Les deux sont totalement perdus. Il peut pas faire 3 allers-retours. Bah ouais, il peut pas faire 3 allers-retours, et puis pour traverser la raquette, il met 2 heures, quoi. C'est vrai. Oui, parce que pour moi, Evans, c'est juste ça, de la motricité. Ouais. Mais aux échauffements, il y a un petit truc, je trouve, sur le pull-up. Il prenait des tirs. Ouais, il a pris des tirs à 3 points et tout en échauffement. Enfin, il en a mis cette année en high school aussi. Ouais, il est gaucher. Tu sens qu'il y a un toucher. Il y a pas mal d'intérieurs gauchers dans cette équipe. Ouais, ils avaient Newell et puis lui. Donc, là, malheureusement, ça a été une bête de foire, quoi. Malheureusement, ouais. Mais à revoir parce que le corps est. Mais les Américains l'adorent. Là, il joue en AU là toute cette semaine et il y a encore des mecs qui sont en kiff sur lui, notamment parce qu'il fait 15 points par match, quoi. Oui. Puis t'as dit 2,20 d'envergure. Moi, je pense que c'est plus, on s'approche des 2,30. Hein. Les 2,20. Ouais, après, je te dis, à vue de nez, hein. Je l'ai pas mesuré, mais c'est un limite. Des longs bras et sur un long corps, généralement, effectivement, ça a cherché haut. Thomas, vu qu'on t'a perdu pendant un moment, est-ce que t'as un petit truc à dire, soit sur Stewart, Newell, Fland, Knox?
Non, football, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'attends beaucoup Newell. Je suis vraiment d'accord avec Alan. Je pense que c'est le meilleur joueur de ceux que tu as cités. C'est vraiment un des plus gros talents de cet effectif. La taille qu'il a, c'est vraiment un très très fort shooter, même au niveau high school. S'il débloque C'est le plus un intriguant, bon je niveau dirais. défensif dans le futur, ça pourrait vraiment être un très très fort stretch four, voire five, s'il prend pas mal un peu de taille et pas mal de poids. Mais je pense que ce sera plus un 4 dans le futur. Donc ça peut être un 4 très fort shooter et à débloquer la défense encore. Bah écoutez, on va voir en tout cas, mais c'est intéressant de noter son nom alors qu'il a peu joué comme ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast. Thomas est offline, mais merci Thomas pour ta première participation. Des problèmes de son, c'est normal, c'est bizutage chez Envergure. Manu, Alan, vous allez voir du U18, donc on vous retrouvera peut-être plus tard dans l'été ou peut-être à la rentrée pour nous faire des bilans sur les internationaux, sur les Français, tout ça. Voilà, est-ce que c'était bien l'Espagne? Un highlight hors terrain à retenir, une anecdote? 40 degrés dans la voiture entre les deux salles, il faisait vraiment très 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 chaud. C'était... Ouais, mais on a vu Alors, Juan Nunez jouer au basket en live, donc ça enlève Ouais, tout. non, franchement, on a vu beaucoup. C'était vraiment bien c'était la première fois qu'on faisait des compètes hors Europe, et c'est vraiment cool de voir l'Australie, l'Argentine, tout ça, c'était ouais, vraiment, le Mali, c'était vraiment, vraiment top. Le Canada, un peu décevant. D'ailleurs, s'ils regardent un peu les bilans qui vont sortir sur l'avenir, il n'y a pas énormément sur des joueurs canadiens. C'était pas une génération incroyable, mais Team USA, Mali, Argentine, Australie, c'était vraiment, vraiment top. République dominicaine aussi, République dominicaine. toujours un ou deux joueurs sympas en République dominicaine. Surtout les porteurs de balles, des joueurs de street. Ouais, il y a l'école dominicaine du streetball se porte bien. Voilà, donc du show. Bah oui, c'est pas recommandé l'Andalousie l'été, effectivement, c'est pas recommandé. De moins en moins. Merci les gars, bisous à tous. Et puis on se retrouve très bientôt. Si vous voulez l'article écrit, c'est donc sur envergure.co. Et on vous répète, abonnez-vous soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Addict, ou je ne sais pas. Il y a l'article 18 aussi. Il y a également l'article U18 sur les Américains. Il y a l'article des U20 qui va sortir. Article U17 France qui est déjà sorti. Voilà, le podcast U17 France aussi. Donc voilà, on est complet et vous pourrez écouter ça même après l'été si vous préférez. Ce sera toujours d'actualité. Ciao tout le monde, à bientôt.